Je vous souhaite à tous la bienvenue pour ce cinquième webinaire qui est organisé par le Sillon Lorrain, mais aussi en partenariat avec la région Grand Est, avec les réseaux Dynamise, France Hydrogène et le pôle métropolitain frontalier du Nord Lorrain. Sans plus attendre, je tiens à remercier leur présence en tant qu'intervenant avec M. Jean-Luc Jacot. Bonjour. Vous êtes le directeur du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, donc le CEATEC, Grand Est, et vous présenterez un projet de navette fluviale autonome, ce projet L3. Monsieur Versiglio, vous êtes le directeur du pilotage stratégique chez Europa Port, et vous nous présenterez le projet H2 Chips dans un deuxième temps. Monsieur Lecoq, vous êtes le chef de projet innovation à la Sémitane, c'est l'opérateur de transport public de Nantes. Et vous nous présenterez la navette fluviale passager, donc cette navette Jules Verne qui vous a causé quelques déboires au départ, c'est ça aussi qui nous intéresse. Sans plus tarder, je propose donc à Monsieur Jacot de commencer cette intervention. Merci de me donner l'occasion, bonjour à tous, merci de me donner l'occasion de présenter ce projet qui est en gestation depuis un certain temps. Il a pris un petit peu de retard d'ailleurs avec les événements sanitaires du Covid qui ont un petit peu gelé les collaborations et les recherches, mais bon, le projet repart, j'allais dire. Vous allez voir avec le soutien de Stellantis qui va accompagner le lancement de ce projet. Bon, ça s'appelle le CUBE pour logistique écologique, économique et efficace. Donc, c'est tout un programme. En fait, il est suivi par le réseau des incubateurs du Grand Est, Quest. Il a été labellisé par le pôle véhicule du futur. Il a été également présenté à l'accélérateur du Sillon Lorrain, c'est le C2IM, et puis il est dans la liste des projets de Dynamise. Alors, le point de départ, c'est une diapo qui est un peu chargée parce que j'ai voulu mettre beaucoup d'informations dessus, mais à gauche, vous avez le point de départ, en fait. Le constat, je pense qu'il est partagé par tous, c'est qu'on a aujourd'hui des péniches historiques qui naviguent encore un peu sur nos canaux, de moins en moins, malheureusement. Ce sont des péniches qui sont anciennes, qui datent des années 60 pour la plupart, avec leur conception de l'époque. Elles sont surtout orientées sur le vrac, en fait. Elle continue à tourner avec ce type de flux. Et puis, industriellement, c'est le transport par camion qui a pris le dessus et de très loin maintenant, mais ça pose des problèmes de plus en plus de cohabitation avec le reste de la circulation et de voitures, et également des problèmes de pollution, voire de problèmes d'accidentologie. Donc, le point de départ, ça a été… moi, je viens de l'industrie, j'ai fait une grande partie de ma carrière dans l'industrie. Donc, je sais que le poids de la logistique dans le prix de revient d'une voiture, notamment, c'est de l'ordre de 8%. Donc, c'est des sommes absolument colossales, il faut savoir ça. Il y a un enjeu compétitivité, on parle beaucoup de relocalisation. Un des domaines des coûts de fabrication, c'est la logistique. Et peut-être on n'en parle pas assez parce que ça suppose quand même un petit peu de modification dans nos solutions actuelles. Donc, le point de départ, c'était celui-là, c'est est-ce qu'on est capable, avec les innovations qu'on connaît aujourd'hui, et notamment le CEATEC, est-ce qu'on serait capable de remettre à niveau de compétitivité le transport fluvial pour de la logistique industrielle? Voilà le point de départ. Et en fait, on a fait un petit peu des études dans tous les sens avec Voies navigables de France, avec CEATEC, avec le PSA, puisqu'ils nous ont ouvert leurs hypothèses de prix, etc., et de flux. Et on est arrivé à la conclusion suivante, c'est que c'est possible à condition de mobiliser trois grandes innovations. La première, elle concerne les coques, la conception des coques du bateau, en fait. Vous voyez que ça ressemble de moins en moins d'ailleurs à une péniche. En fait, c'est plus une plateforme fluviale qu'une péniche proprement dite. Donc, il faut qu'elle soit à la fois légère, mais aussi hydrodynamique et qu'elle soit compatible de conteneurs, parce que maintenant, le transport industriel, c'est par conteneur. Donc, voilà, c'est la première innovation à mobiliser. La deuxième innovation, là, on a beaucoup travaillé sur la première avec VNF notamment. La deuxième, c'est qu'il faut ce qu'on appelle une conduite automatique. En fait, ce n'est pas tout à fait un véhicule autonome, même s'il n'y aura personne à bord. Ça se passe par apprentissage. Donc, c'est un peu moins ambitieux. On apprend une trajectoire et ensuite on reproduit la trajectoire.
plus il peut y avoir une intervention à distance par téléguidage si nécessaire, s'il y a une situation qui est dite, qui est non connue par le système. À ce moment-là, on appelle une intervention à distance. Donc, deuxième innovation, il n'y a personne à bord, ça avance tout seul. Troisième innovation, il faut qu'elle soit écologique, entre guillemets, qu'il n'y ait pas de bruit non plus, parce que si on remplace une nuisance de la route par une nuisance sur les canaux, on n'a rien gagné. Donc, l'hypothèse était une propulsion électrique et à base d'hydrogène. Pourquoi? Parce que si on met que des batteries, en fait, la péniche, elle transporte surtout des batteries et pas beaucoup de charge utile. Donc, il faut un mix de batteries pour absorber les pointes de charge électrique, mais il faut surtout de l'hydrogène. Et quand on associe ces trois innovations, en fait, on se rend compte que économiquement, on fait un vrai gap par rapport au camion, puisqu'on est en fait 4 fois plus efficace que le transport. Donc, c'est suffisamment en rupture pour se dire il y a quelque chose, il faut qu'on continue à creuser ça. Et donc, on a continué avec PESA et on en est maintenant au stade où on va lancer les études détaillées. On a même un peu commencé. Donc, on va lancer le projet, en fait. J'ai mis à droite juste quelques autres applications potentielles. Là, on est vraiment dans la logistique pour le moment. Mais en fait, on peut imaginer aussi des applications soit d'habitation, soit de bureau, soit d'événementiel, pourquoi pas, avec une connotation fortement écologique, quoi. Enfin, je pense assez dans l'air du temps, entre guillemets. Alors, notre orientation pour le moment, elle est de travailler plutôt régionalement, parce que dans le Grand Est, on a plein de canaux. En fait, je vous ai mis ici la carte de voies navigables de France. Je me suis permis d'ajouter quelques entreprises qui ont des gros flux logistiques. Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres, et notamment dans le sillon lorrain. Historiquement, il y a beaucoup d'industries et d'entreprises qui sont mis à proximité des canaux et du fleuve, et de la Moselle, parce que c'était historiquement un moyen de transport logistique important. Voilà, donc ça c'est juste une perspective. On a dans le Grand Est, vraiment on est bien placé pour ça. Et avec PSA, on s'est dit, il y a 3 usines. Il y en a une à Charleville, une à Metz, enfin à Trémery, juste au nord de Metz. Et puis il y en a une à Mulhouse. Et en fait, on a trouvé avec eux un flux croisé, triangulaire, entre ces 3 usines. Donc on s'oriente vers ce type de solution pour démarrer. Et Stellantis, on avait déjà discuté avec PSA, mais maintenant donc Stellantis a confirmé il y a un mois et demi son engagement dans le projet pour accompagner le lancement. Et ça, je pense, c'est une force parce que moi, je viens de l'industrie. Des beaux projets, il y en a beaucoup, mais il faut les accompagner parce qu'évidemment, il y a une part d'innovation et ça, il faut que ce soit accepté par le client. Donc voilà, on a mis noir sur blanc notre collaboration et ça représente 5 à 6 plateformes fluviales pour démarrer. C'est un premier flux. Bon, voilà, on a projeté après sur le cube, parce que l'idée c'est que si ça marche, évidemment, il faut agrandir le plus vite possible la solution pour qu'elle puisse devenir vraiment compétitive par rapport au camion aussi en volume. Et donc, on a mis 2 hypothèses, une hypothèse basse, une hypothèse haute. L'hypothèse haute, on sait industriellement la tenir. On ne saura pas faire plus vite quand même pour le moment, en tout cas, on n'a pas les solutions. L'hypothèse basse, c'est peut-être un peu plus raisonnable. Voilà, donc c'est ça la montée en puissance qu'on imagine. Il peut y avoir aussi parce que là je parle beaucoup d'industrie, mais il peut y avoir une implication des collectivités, à mon avis, assez forte dans ce type de projet. C'est qu'on pourrait très bien imaginer, notamment mettre en place une noria de péniche, un peu comme une navette, en fait, mais qui tournerait en permanence d'un point A à un point B avec des ports intermédiaires. Et l'idée serait que chaque industriel vienne déposer son conteneur, entre guillemets, au bord du canal, enfin, dans une installation qui permette un chargement. Et puis la péniche passant, si elle passe tous les jours ou tous les 2 fois par jour, elle prend les conteneurs qui sont là et puis elle les amène à l'endroit où c'est prévu en cible. Donc, vous voyez que ça, c'est aussi... ça paraît intéressant, mais seulement ça nécessite, je pense, comme il y a plusieurs clients, du coup, ça nécessite probablement pour amorcer ce type d'idée, probablement un engagement des collectivités pour dire, bah oui, je finance peut-être le démarrage de cette noria de péniche et pour attirer ensuite les entreprises parce qu'elles voient que ça fonctionne. Je ne vais pas être très long encore, mais j'ai peut-être partager avec vous 3 convictions, puis après on pourra peut-être échanger sur les questions autour de l'hydrogène.
La première conviction très forte que je vous propose, c'est que pour développer la filière, en fait, il y a beaucoup aujourd'hui de solutions de génération, de production d'hydrogène. Il y a beaucoup de projets d'hydrogène vert, tant mieux. Mais pour que ça marche, en fait, il faut des projets de consommation et qui absorbent un gros volume. Alors, bien sûr, à terme, l'automobile, le camion, peut-être pas l'avion tout de suite, mais le camion, les bus, les trains ou les bennes ordures, qui sont des opportunités, vont prendre le relais. Mais c'est quand même des domaines qui sont exigeants, parce que l'automobile en particulier, il y a des questions quand même de prix, hein, de coût de revient très vite. Hein. Donc, moi, je suis convaincu qu'il faut aller chercher des niches, en fait, des niches d'application, et il y en a beaucoup. Donc, l'exemple que je vous ai montré là, on est un, et ça peut quand même avoir des répercussions assez fortes sur les volumes, hein, si on commence à avoir beaucoup de péniches. Moi, je crois que c'est une des clés importantes pour développer dans le Grand Est une vraie filière, pas seulement juste des générateurs. Ensuite, le deuxième, deuxième réflexion peut-être qu'on pourrait partager, c'est, en fait, ce sont des projets innovants, hein, faut pas se le cacher. Avant que ce soit généralisé à un prix bas, etc., il va se passer un petit peu de temps. Pour rendre ça vraiment efficace, il faut vraiment penser le système complet. Je pense que l'exemple des péniches là, le montre bien. En fait, si on prend une péniche historique, qu'on enlève le moteur diesel et qu'on met un moteur à hydrogène, c'est pas rentable. Hein. L'écart de prix par rapport au camion n'est pas suffisant. Donc, il faut vraiment repenser le système complet. L'hydrogène est un vecteur déclenchant, mais il ne faut pas que ce soit le seul. Je crois que c'est vraiment important d'avoir cette réflexion pour créer de la rupture de compétitivité, alors sur le coût, sur les services, parce que finalement, on ira vers ce type de solution que si c'est le cas, sinon les industriels resteront sur leur mode actuel, parce qu'il a démontré quand même son efficacité, il ne faut pas se le cacher. Bon, il y a beaucoup d'opportunités sur la logistique, mais aussi sur plein d'engins spécifiques. Les collectivités utilisent plein d'engins, des neigeuses, des machines plus ou moins spécialisées pour les balayeuses. Enfin, il y a plein d'engins utilisés par les collectivités. La logistique urbaine est une opportunité forcément, les vélos cargo. Pourquoi pas les vélos taxis aussi en ville. On n'a pas besoin d'un moteur, en fait, au fond, hein, pour faire les quelques kilomètres. Donc, il y a plein d'opportunités que vous avez dans la main, je pense, les collectivités, ou en tout cas, vous servir d'impulsion. Je suis sûr que c'est dans vos réflexions. Et maintenant, on a besoin aussi, pour faire émerger ces projets, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. On a besoin de force, de soutien. D'abord, pour faire du lobbying, parce qu'il y a des évolutions réglementaires qui vont être nécessaires. La péniche que je vous ai présentée, là, elle n'a pas le droit de circuler aujourd'hui. Elle n'a pas le droit de circuler parce qu'elle est autonome. Donc ça, c'est aujourd'hui pas autorisé. Il y a des endroits où on n'a pas le droit de circuler avec de l'hydrogène. Et puis d'autre part, à aujourd'hui, la réglementation de voies navigables de France ne permet pas de passer les écluses sans personne à bord. Vous voyez, c'est des sujets quand même qu'il faut un soutien. Bon, tout ça a déjà été, évidemment, on n'a pas attendu pour poser ces questions et essayer de voir comment on peut manœuvrer. Donc, on sait qu'on aura des accords spécifiques pour accompagner le lancement de ce type de solution, des accords de préfecture en particulier. Hein. Mais donc, il faut quand même qu'il y ait un soutien assez fort pour faire évoluer cette réglementation. Évidemment, tout ça ne tiendra pas très longtemps, mais c'est toujours pareil, il faut que ça fasse bouger le truc. Il y a probablement un soutien financier parce qu'évidemment, il y a un risque associé à ces lancements et à ces projets. Donc, évidemment, si on peut les amortir un petit peu, c'est forcément puissant. Et puis, il peut y avoir des aides sous forme de sponsoring, d'utilisation publique plus ou moins forte. Ça permettra forcément aussi à accélérer un petit peu les choses. En tout cas, merci. Il y avait deux questions, je vais les regrouper pour qu'on puisse, parce qu'on va aller assez vite dans cette présentation. C'est puis du gabarit du bateau présenté et une deuxième question concernant le tirant d'eau de la plateforme. On est déjà dans la technique. Alors, je ne l'ai pas, effectivement, je n'ai pas voulu trop rentrer dans les détails. En fait, cette péniche, elle est compatible des canaux festinés, qui a un gabarit de 38 mètres de long par 5 mètres de large. Le tirant d'eau, ça dépend de la charge, évidemment, mais on peut aller. Enfin, les canaux sont ouverts jusqu'à 2,20 mètres de profondeur avec un tirant d'air de 3,50 mètres. Donc, tout ça est compatible, mais en fait,
bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de la conception parce qu'il y a du brevet associé, mais c'est une espèce de catamaran, on va dire, qui s'élargit pour rester à la fois compatible du gabarit Freycinet, mais permettre une stabilité sans ajouter de la masse. Voilà, donc il y a un petit peu d'astuce. De même ici, ce que vous voyez ici, c'est pour s'adapter en profondeur. En fait, c'est des réglages possibles de la profondeur de la coque en fonction de la charge, pour pouvoir s'adapter complètement en fonction de la charge effective sur le bateau au passage d'air ou d'eau. Voilà, il y a quelques astuces un petit peu qui permettent d'être très polyvalent. Écoutez, merci beaucoup en tout cas, Monsieur Jaco. Monsieur Versiglio, je vous avais proposé ici d'intervenir en deuxième pour pouvoir vous libérer aussi dans un deuxième temps. Merci de votre participation. Vous avez un projet aussi très ambitieux à présenter, qui est le projet H2Chips. Oui, oui, avec grand plaisir, hein, surtout que ça complétera bien ce qui a pu être dit par l'intervenant précédent. Donc, deux mots rapides sur Aropaport. Hein. Aropaport est finalement un port tout neuf qui a été créé le 1er juin dernier. C'est la fusion en fait, des ports du Havre, de Rouen et de Paris, et qui crée de fait le premier port de France pour le commerce extérieur, et donc vraiment une des ports d'entrée et de sortie pour la logistique française. Ce qui nous lie, c'est évidemment la Seine, hein, qui est véritablement notre colonne vertébrale, qui nous permet de massifier les flux, notamment en utilisant des barges, et c'est ce qui fera rapidement le lien avec la partie hydrogène, parce que, évidemment, le verdissement des transports s'accélère très fortement avec différents textes qui ont été pris au niveau européen et ensuite traduits et transposés au niveau français. Donc, on peut parler du pacte vert européen ou plus récemment du paquet Fit for 55, qui va imposer, par exemple, d'ici à 2030, l'électrification des quais pour les navires maritimes, la disposition de bornes électriques pour le fret fluvial ou la croisière fluviale dans les ports intérieurs. Donc, évidemment, c'est des sujets qu'on regarde de près, parce qu'en tant qu'autorité portuaire couvrant un hinterland naturel, je dirais assez vaste, donc entre la Normandie et l'Île-de-France, notre intérêt, c'est évidemment proposer à nos clients et nos partenaires des solutions d'avitaillement alternatifs et bas carbone pour tout simplement pouvoir être compatibles avec les ZFE qui sont en train de se créer un petit peu partout et permettre au transport fluvial et maritime de se verdir. Tout en sachant qu'il y a encore très peu de temps, ce type de transport n'était pas forcément taxé au niveau des carburants, qu'on est sur une législation là internationale parce qu'on dépend de l'OMI, l'Organisation maritime internationale, et qu'évidemment les intérêts de Panama, du Nigeria ou du Yémen ne sont pas forcément les mêmes que ceux de la France, de l'Espagne ou de l'Italie. Donc on agit vraiment à deux niveaux, hein, le niveau international qui va essayer de marquer le tempo et le niveau européen qui va être l'aiguillon qui va permettre d'aller un petit peu plus loin sur ces sujets. Donc je vais partager mon écran pour vous présenter rapidement et vous donner quelques infos que vous connaissez peut-être déjà sur H2Chips. J'ai vu que vous avez eu un séminaire sur les financements européens pour l'hydrogène. Donc là, vous avez un bel exemple parce que notre projet H2Chips a été financé par le programme Interreg, donc c'est son volet interrégional Europe du Nord-Ouest. Hein. Donc là, vous avez sur la carte en vert la zone éligible et on est en à peu près 13 partenaires à travailler sur le sujet, avec notamment donc, Port de Paris pour Aropaport, mais aussi au stand Amsterdam, différentes universités et pas très loin du Sillon de Lorrain, IFER, le centre de recherche franco-allemand pour les énergies renouvelables. Donc, moins qu'une solution technique et technologique comme ce qui a été proposé tout à l'heure par le CEA Tech, nous, on a choisi de travailler véritablement sur la partie réglementaire, parce que on se rend compte bien souvent que la technologie avance assez vite. Après, il faut adapter toutes ces normes au niveau des différents textes, et notamment au niveau des ports, où l'hydrogène est quand même un produit sensible. Les ports sont très imbriqués avec les villes à de nombreux endroits. Hein. Le port de Paris, c'est plus de 70 plateformes en cœur de ville, donc compliqué d'avoir un site ISPS avec des niveaux de sûreté suffisants. Et pour rappel, pour ceux qui se rappellent de l'incident Lubrizol à Rouen, voilà, on est quand même sur des choses très sensibles dès qu'on est en milieu urbain. Donc, il faut beaucoup expliquer, il faut beaucoup le faire. Quand on est sur une ville comme Paris, on est sur une ville ancienne. Donc, évidemment, on n'est pas sur du greenfield, donc sur le développement de stockage intermédiaire ou de production, c'est plus compliqué. Donc, l'importance réglementaire était vraiment cruciale pour nous, pour voir comment, demain,
on pourrait développer de l'hydrogène, parce que du côté d'Aropaport, on est persuadé que c'est sur le fluvial que l'hydrogène trouvera en premier sa voie en termes de transport. D'autres usages ont été développés comme voilà, les camions toupies, les camions bennes, tout ce qui est transport collectif, et évidemment, ce sera tout à fait complémentaire. Et nous, on parie éminemment sur des stations double usage, à la fois fluviales mais aussi routières, pour permettre d'écouler les premiers volumes. Donc la technologie, aujourd'hui, il existe plusieurs choses, hein, soit de l'hydrogène compressé, soit de fuel cell, donc des batteries fonctionnant à l'hydrogène. Mais évidemment, la solution de mise en œuvre ne sont pas forcément les mêmes. Et si on y arrive, et ça on va y arriver, je suis assez confiant à verdir le transport fluvial, la problématique ensuite du report modal sur des modes massifiés, et donc du camion versus le chemin de fer ou les barges, c'est un vrai sujet qui va être économique. Pour vous donner un ordre de grandeur, à 5 € près, un chargeur préfère utiliser le poids lourd que le fleuve. Donc on parle de 5 €. Compte tenu aujourd'hui du coût de production d'un hydrogène vert, c'est clair que l'équation économique n'y est pas. Donc c'est en augmentant le volume qu'on va pouvoir y arriver. Il y a une stratégie très innovante qui a été déployée côté français, côté allemand et au niveau de l'Union européenne sur le développement de l'hydrogène. Certains pays sont en train de passer des accords. C'est le cas par exemple pour Anvers qui a signé un accord avec le Chili ou le Portugal pour de l'import d'hydrogène vert. Côté français, on est un peu plus sceptique parce qu'il reste le coût du transport de l'hydrogène et du traitement. On est plutôt parti sur des solutions de production sur le territoire français en jouant sur deux tableaux, à la fois la captation de CO2, hein, et donc là, le Sillon Lorrain, au même titre que l'Axe-Seine, est un bon exemple avec les raffineries et puis tout ce qui est l'industrie sidérurgique fortement émettrice, et comment on arrive à coupler la captation de CO2 et la production d'hydrogène. Ça, c'est véritablement un défi parce qu'on agit finalement sur deux vecteurs très importants en termes de changement climatique. On règle un problème local d'émission de CO2 et on permet de produire un carburant propre pour les utilisateurs de transport. Donc, sur ce projet H2Ships, on a aussi décidé de travailler avec la CCNR, donc, qui est la Commission centrale de navigation sur le Rhin, plus vieille institution internationale là, qui fait office de maître étalon sur la partie réglementaire pour voir dans quelle mesure là, on pouvait installer et utiliser concrètement l'hydrogène dans les ports. Il y a différents projets qui sont en cours de gestation. Hein. Le projet du CEATEC en est un. Je vais en citer un autre qui s'appelle Multirégio, qui est un projet un petit peu similaire qui permet de coupler différentes petites barges ensemble pour circuler à la fois sur du Freycinet puis ensuite du grand gabarit. Mais il reste clairement la question de la méthorisation et du rétrofit, parce que d'un point de vue sociologique, le milieu de la barge et des entreprises fluviales en France, c'est plutôt un milieu de TPE voire d'artisans en fait. Donc, lorsque un artisan a investi 150 000 € pour passer sur un moteur Euro 6 il y a 3 ans, il ne va pas pouvoir réinvestir après-demain sur une motorisation hydrogène qui aujourd'hui va lui faire perdre un peu d'espace de stockage, donc de gains de productivité. Donc ça, c'est véritablement un enjeu qu'on a par rapport à d'autres pays comme la Belgique, les Pays-Bas ou l'Allemagne, où on a des groupes un peu plus grands qui ont des forces de frappe un peu suffisantes. Donc il faut qu'on travaille vraiment avec l'entreprise fluviale de France pour créer, je dirais, des guichets permettant aux armateurs fluviaux de se verdir en finalement grossissant les flux et en ayant des effets de levier un peu plus puissants. Ça, c'est un véritable enjeu pour le secteur fluvial français, parce que malheureusement, ces 5 dernières années, même si, malgré les efforts qui ont été faits en termes d'incitation au lancement, ce genre de choses, le report modal des ports français sur le fluvial baisse. Alors, il n'y a pas que la problématique de l'énergie propre, hein, il y a aussi la problème d'infrastructure, où pendant longtemps, malheureusement, la France n'a pas entretenu ses canaux et ses fleuves comme elle aurait dû. Et il n'y a pas là aussi tout à fait la même tradition, la même mentalité que dans les pays du Nord. Donc, c'est un sujet à double titre. Donc, encore une fois, l'hydrogène, on est vraiment persuadé que le shift se fera d'abord sur le fluvial. Donc, on a différents groupes de travail également avec les communautés portuaires tout au long de l'axe Seine pour travailler avec elles sur des solutions de verdissement. Mais on sait aussi que l'hydrogène ne sera pas l'alpha et l'oméga et qu'il y aura très probablement d'autres types de carburants alternatifs qui vont voir le jour. Donc, je vais donner un exemple. On s'est fait financer aussi un autre projet par l'Union européenne sur l'installation d'un réseau de 80 bornes électriques le long de la Seine, qui permet aux bateliers de se brancher lorsqu'ils sont à quai plutôt que de faire tourner les moteurs. C'est vrai pour le fret, mais aussi pour la croisière fluviale avec hébergement. On est en train de lancer un appel à manifestation d'intérêt sur Port de Paris
sur de carburants alternatifs qui doit inclure l'hydrogène sur différents points. Et là, on va utiliser directement les résultats d'H2Chips sur la partie réglementaire, ce qui va nous permettre d'implanter les solutions de stockage à la fois sur le fluvial, mais comme je l'expliquais aussi sur le routier. Et là, évidemment, on travaille en étroite coopération avec les différentes collectivités pour calibrer au mieux ces types d'installations avec l'installation des électrolyseurs, des unités de stockage et des différentes solutions qui sont retenues à bord, je dirais. Donc là, on a un exemple assez intéressant du côté du Havre. On a signé un partenariat avec la ville pour le transport urbain. Il y a des choses qui sont en train de faire au niveau de Rouen. Et je dirais que la clé pour l'hydrogène, ça va être vraiment aussi les économies d'échelle. Plus on pourra se diversifier, avoir des volumes plus importants en production, plus ce sera intéressant au niveau du coût. Parce qu'à la fin, encore une fois, en attendant que la législation européenne se mette en place d'ici à 2030, certaines compagnies, surtout les plus petites, vont continuer à fonctionner avec ce qui va leur coûter le moins cher, surtout aujourd'hui, où on a une inflation assez forte sur tout un tas de carburants alternatifs. Donc l'enjeu pour nous, ça a été finalement d'anticiper un petit peu ce qui pourrait se passer en termes de sécurité, en termes de réglementation, en termes de fiscalité aussi, sur ce type de carburant, pour pouvoir demain proposer à nos clients et nos partenaires des solutions crédibles sur un avitaillement hydrogène pour la partie fluviale. En sachant que la différence peut-être avec le sillon lorrain et un Europaport, c'est évidemment le type de voie navigable et le type de transport. Il y a deux principaux types de transport sur la Seine. C'est le conteneur, là pour que ce soit efficace, il faut qu'on monte jusqu'à 4 rangées en fait. Donc les barges qui présentaient avant avec le tirant d'air à 3,50 m, ça limite tout de suite les choses. Donc entre Le Havre et Gennevilliers, qui est la principale plateforme parisienne pour le fret, on peut monter à 4 hauteurs de conteneurs, ce qui est vraiment très intéressant. Et après, on a toute la partie vrac sec, avec deux types de trafics principaux. La partie céréales, là c'est une particularité qu'on retrouve avec le sillon lorrain et notamment les ports de Metz et de Voipy. Et tout ce qui est chantier de construction, où là, il y a énormément de choses à faire, surtout sous des petits gabarits, avec des expérimentations assez intéressantes qui ont été lancées notamment à Paris sur le chantier de Notre-Dame et sur le Grand Paris, mais aussi à Strasbourg sur quelques chantiers urbains. Et encore une fois, pour ce type d'usage, on est persuadé que l'hydrogène peut être la solution. On travaille aussi à Paris avec Cemex, qui va faire du rétrofit sur quelques pousseurs, donc avec des gros besoins de puissance sur des barges le long de la Seine. Et de toute façon, on a un objectif qui est assez clair, qui a été encore redit à tous les 20h hier, c'est 2024, les JO de Paris, et la cérémonie d'ouverture des JO sur la Seine. Donc voilà rapidement, je dirais, la vision de l'hydrogène pour Europaport. Les enjeux qui nous attendent demain, notamment sur le fluvial, parce que si on y croit sur le fluvial, on n'y croit pas du tout sur le maritime, de par la longueur des trades, entre un porte-conteneur qui va faire un Havre-Shenzhen ou un Havre-Yokohama, forcément aujourd'hui il n'y a pas la capacité, c'est vraiment très compliqué, et même les armateurs misent plutôt sur du méthanol, du bio-LNG, plutôt que sur l'hydrogène. Donc on pense que, encore une fois, le CEA-Tech parlait de marché de niche, le fluvial peut en être en Europe. Maintenant, il faut créer l'effet d'entraînement et bien réfléchir à la disposition des zones d'avitaillement, parce qu'on n'avitaille pas un navire avec du fuel comme on l'avitaille avec de l'hydrogène demain. Voilà, s'il y a des questions, je serais heureux d'y répondre. Alors, merci déjà de cette présentation et de la clarté de vos propos. Je vais une première question ici dans le chat, c'est est-ce que le projet H2Chips prévoit-il une partie de production d'hydrogène en France, François? Alors, c'était prévu initialement, on avait un partenariat avec le Sitcom qui devait nous permettre de produire de l'hydrogène sur Paris. Voilà, la crise sanitaire est arrivée par là, puis le Sitcom a revu ses priorités, donc on a dû le sortir du projet. Mais on va pouvoir le remettre en marche, à la fois du côté de Vitry avec Dynamix et sur d'autres sites parisiens en termes de production, avec notamment la chaleur créée par les incinérateurs, en fait. D'accord. Et j'aurais eu peut-être une autre question aussi, c'est concernant l'aspect réglementaire que nous avons vu dans la première présentation aussi. Est-ce que donc, vous intervenez, vous, sur ces questions-là? Est-ce que cet aspect peut inclure notamment la question des navettes autonomes? Est-ce que vous travaillez sur ce sujet? Est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse, que vous pouvez intégrer dans ce projet H2Chips? Alors, ce n'est pas intégré dans H2Chips, mais c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup parce qu'il y a aussi une pénurie de main-d'œuvre.
sur la batterie de manière générale. Ensuite, quand on est vraiment sur la logistique du dernier kilomètre, c'est là où la navigation autonome va prendre tout son sens. Donc, on a des projets en cours avec Ikea, avec Franprix. On a d'ailleurs Sogestran, que j'ai oublié de citer, qui a développé une barge hydrogène qui s'appelle la Zulu, qui devrait être en service pour pareil, les JO 2024. Donc, c'est un véritable enjeu, d'autant plus qu'on est déjà bien équipé côté système AIS et on va déployer la 5G. Alors, aujourd'hui, elle est déjà déployée sur le port du Havre, mais elle va être déployée sur l'ensemble de l'axe Seine pour demain essayer de développer quelques services autonomes, notamment entre nos principales plateformes, donc Port 2000, qui est le principal terminal conteneur au Havre, et les sites de Bonneuil, Gennevilliers ou certains sites à Rouen. Donc là, on est sur un autre type de réglementation parce qu'on est plus sur des aspects sûreté-sécurité et cybersécurité qui sont très importants. VNF, par exemple, a été attaqué il y a 1 an. Ils sont restés 6 mois en carafe sur tout un tas de sujets et ont perdu pas mal de données. Et nous-mêmes, côté Aropa, on a plus d'une centaine d'attaques en fait, par jour pour essayer de récupérer de la donnée, notamment les flux de marchandises et autres. Donc, c'est des sujets qui sont extrêmement liés parce qu'il dit automatisé dit contrôle à distance. Donc, si on peut prendre le contrôle d'une barge, on ne peut pas faire de gros dégâts, sauf peut-être dans Paris, mais c'est quand même un vrai enjeu pour nous. Et il y a différents projets Interreg, Horizon Europe ou autres qui se développent sur des barges autonomes, notamment sur le port d'Anvers avec des premiers pilotes en cours de déploiement. D'accord. J'aurais une dernière question. Alors, je ne sais pas si d'autres personnes… Ah si, j'ai Jacques N qui pose une question. Avez-vous amené les sujets au groupe de travail réglementation de France Hydrogène? Oui, on travaille en étroite coopération avec eux. Ça, on essaie de tous tirer dans le même sens, même si nos problématiques sur la partie réglementaire vont plus travailler sur la partie, encore une fois, sûreté, sécurité et normes ISPS au sein des ports. Donc, comment stocker l'hydrogène, où on peut l'installer et où. Mais on est très lié avec France Hydrogène, à la fois sur la production, mais aussi sur l'utilisation et les différents cas d'usage qu'on pourrait avoir. Et j'aurais eu une dernière question qui est un peu complémentaire. Vous avez parlé de l'aspect sécurité, notamment avec à la fois le stockage de l'hydrogène, aussi des bateaux, notamment dans des zones urbaines et dans des zones denses. Vous travaillez de cette manière. Quels sont les résultats aujourd'hui que vous escomptez par rapport à ce travail? Nous, c'est assez simple. C'est vraiment limiter la congestion, notamment dans Paris. Et sur l'axe Seine, en massifiant davantage le transport, ça c'est un véritable enjeu qui est vrai pour l'axe Seine, mais même au-delà en fait. Notre hinterland, voilà, il ne s'arrête pas à l'Île-de-France, on va jusqu'au nord de l'Italie, on fait l'Espagne, le Portugal, on arrive jusqu'à la Sarre, le Bade-Wurtemberg, la Bavière, en traversant évidemment la Lorraine, l'Alsace et sur ces points-là. Donc, et ça passe par le développement du transport massifié. Alors, il y a le canal Seine-Nord qui va ouvrir aussi, alors certainement pas en 2028, mais sans doute en 2032. Et là, on aura un véritable axe est-ouest sur le fluvial entre l'axe Seine et le lien vers les ports d'Anvers, vers Nogent, Compiègne. Donc là encore, c'est d'autres hinterlands qui vont s'ouvrir et qui vont être tout à fait complémentaires. Donc pour nous, je dirais, c'est autant stratégique d'un point de vue environnemental que d'un point de vue commercial pour développer de nouveaux trafics et massifier. Encore une fois, avec le développement des ZFE qui va vraiment complexifier les choses, et même si les camions vont sans doute se verdir beaucoup plus rapidement peut-être que les barges, un camion électrique, ça reste un camion sur la route, donc la congestion va rester. Donc l'enjeu pour nous, c'est vraiment supprimer le maximum de camions là où ça n'a pas de sens et travailler plutôt sur le camion là où ils sont le plus efficaces en fait. Vous dire que sur le Sillon-Lorrain, comme on bénéficie à la fois d'une congestion totale sur l'autoroute, sur le ferroviaire, donc on comprend tout à fait l'intérêt que peuvent avoir effectivement ce report vers le local, notamment sur le grand gabarit de la Moselle. Tout à fait. Et là, c'est vraiment une action de lobbying quotidien avec SNCF Réseau, pour travailler. Le passager est important, évidemment. Les marchandises ne votent pas malheureusement, mais il y a un vrai travail à faire de prise de conscience pour avoir plus de sillons, pour avoir des infrastructures fret de qualité, que ce soit, encore une fois, sur le fer, mais aussi sur les voies d'eau. On est le pays qui a peut-être le plus de kilomètres de voies d'eau en Europe, on ne les utilise pas comme on devrait parce qu'on a laissé tomber la voie d'eau il y a une quarantaine d'années et là on la redécouvre. Donc il y a beaucoup à faire. Il y a de l'argent qui a été mis sur la table et VNF, on travaille en étroite coopération avec eux, donc c'est vraiment important.
Il y a un vrai sujet parce que entre les Allemands qui prennent la A35, la mise en place d'une écotaxe par la CEA et puis le report modal, enfin, il y a de vrais sujets qui pourront être traités qu'à partir du moment où on arrive à massifier. Mais pour massifier, il y a une véritable équation économique et qui joue à très peu de choses. Donc, si on n'arrive pas à avoir un coût d'hydrogène, par exemple, demain, suffisamment compétitif, on pourra faire ce qu'on veut. Les marchandises vont continuer à emprunter le moyen le moins cher, en fait. Oui, effectivement, c'est bien ce qu'on voit. Merci en tout cas de votre présentation très, très claire et pleine d'engagement aussi pour nous. Ça nous intéresse tout à fait particulièrement. Enfin, comme vous l'avez vu, et vous nous dites effectivement que vous êtes lorrain d'origine et donc vous connaissez bien ces problématiques et notamment avec les questions de logistique vis-à-vis du Luxembourg, les nouvelles bases de Bétambourg, d'Atus, qui sont en plein développement et effectivement qui ajoutent à la congestion notamment de l'autoroute. De la 31, oui. Effectivement. Très bien, merci, merci et puis bon après-midi à vous. Au revoir. C'est la troisième intervention donc avec monsieur Lecoq de la CEMITAN. Vous allez nous présenter le projet de navette pour le coup de transport de personnes, la navette Jules Verne qui a été mise en route donc à Nantes. Bonjour à tous, donc je suis Raphaël Lecoq. Donc moi je suis chef de projet innovation à la CEMITAN à Nantes et je suis plus particulièrement en charge des projets hydrogène que sont le Navibus H2 dont il va être question sur cette présentation et une station que l'on appelle la station Multi qui est une station de production d'hydrogène par électrolyse de l'eau et distribution sur des véhicules de flotte captive type Kangoo. Voilà. Alors, pourquoi ça? Voilà. Donc la CEMITAN, c'est donc la société d'économie mixte qui est en DSP auprès de la métropole de Nantes, en charge de l'exploitation du réseau de transport en commun. Donc on a une particularité à CEMITAN, c'est que nous avons une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée qui nous est confiée par le biais de mandat par la métropole pour l'acquisition de matériel roulant, d'infrastructures et donc la conduite de projets d'innovation comme ceux dont il est question ici. Je ne rentre pas dans les détails du réseau de transport, ce n'est pas le sujet. Donc le projet Navibus H2. Alors là, je vais vous présenter le projet dans, j'ai envie de dire, sa première version, parce que vous allez voir que c'est un projet qui a un petit peu de vécu maintenant. Donc c'était à la base une expérimentation pendant une durée de 2 ans d'un bateau de transport à passagers avec une propulsion hybride électrique hydrogène. Donc c'était vraiment le cahier des charges. Forcément, couplé à ça, on a un projet donc, de station de ravitaillement hydrogène qui est donc bien évidemment très spécifique, mais qui est indispensable au fonctionnement du bateau. Et donc pour ce faire, c'est monté un consortium, donc c'était en 2015, qui regroupait la mission hydrogène des Pays de la Loire, donc qui est un acteur local de promotion de projets hydrogène, la CEMITAN, donc nous en tant qu'exploitants, Navalu, le constructeur du bateau, Polytech et l'ULCO, donc sur la partie université, sur ce qu'on avait conduit en termes d'enquête d'acceptabilité sociétale d'un produit comme un bateau de transport de passagers à hydrogène. Le cabinet d'Architecture Studio qui a dessiné le bateau, le bureau Veritas donc pour la certification, et la société Matisse Technologies, donc en charge initialement de la conception de la chaîne énergétique du bateau complet. Donc le Navibus, le voilà, donc c'est le Jules Verne 2, c'est son petit nom, hein. Donc il ressemble à ça, c'est un catamaran d'aluminium qui fait 10,80 m de long pour 3,80 m de large. C'est pas un gros bateau, hein. Donc il est certifié pour 12 passagers et donc c'est un bateau hybride électrique hydrogène et j'insiste là-dessus, c'est donc bien une hybridation parallèle. Ça signifie une chose qui n'est pas anodine, c'est que en fait on a vraiment affaire à un bateau électrique. C'est-à-dire que le bateau est mu par 2 moteurs de propulsion électrique qui sont alimentés par des batteries de propulsion, des batteries électrochimiques au lithium.
et que ces batteries sont rechargées au fil de l'eau par des piles à combustible. C'est vraiment le principe, hein, le principe d'une hybridation. Enfin, aujourd'hui, il y a deux exceptions sur l'utilisation de l'hydrogène. J'en ai entendu un petit peu parler au début des présentations. Il y a la combustion, qui est un mode d'usage, hein, et il y a la pile à combustible, donc on convertit de l'hydrogène pour faire de l'électricité en local. Et c'est ce qu'on fait ici, et donc on recharge les batteries avec ces piles à combustible. Donc ce bateau, il assure la traversée de l'Erdre, donc au nord de Nantes, d'un bord à l'autre, et il fait ce travail 12 heures par jour, 7 jours sur 7. Vous allez voir, c'est pas une petite information. Alors, donc on voit un petit peu ici le bateau, donc à gauche, on voit avec sa station de, je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Ouais. Donc on voit ici donc la borne de ravitaillement hydrogène qui est ici, donc le totem en inox, et à droite vous avez la station de compression et de distribution qui est donc sur la terre ferme. Parce qu'une station donc, de bateau, donc station hydrogène, on en connaît, hein, nous, on en a déjà 2 sur Nantes. Mais la particularité de celle-ci, évidemment, comme il s'agit de ravitailler un bateau, c'est que la station de compression et distribution de compression est dissociée de la borne de distribution qui est ici donc sur le ponton. Donc c'est pas incroyable, mais c'est une particularité à ne pas négliger. Alors en termes d'expérimentation, donc nous déjà on a eu le titre de navigation définitive du bateau en avril 2018. Donc c'est la période à laquelle on a commencé nos essais techniques avec des voyageurs. Et on a véritablement démarré le service, en tout cas on a organisé l'inauguration de ce bateau en août 2019. Donc une bonne année plus tard, pour des mises au point, installation de la station de ravitaillement qui n'était pas installée jusqu'alors. Et donc on a démarré la période des 2 ans à ce moment pour une échéance à janvier 21, donc qui est passé. Et durant ces 2 années, je ne vais pas vous mentir, hein, on a subi beaucoup d'aléas techniques, beaucoup de difficultés, en grande partie donc dû au système pile à combustible, parce que comme je le disais tout à l'heure, il s'agit d'un bateau électrique avec des petites batteries qui sont rechargées en cours de service par les piles à combustible. Ça signifie que si la pile à combustible n'est pas fonctionnelle, les batteries chargées complètement ont 2-3 heures d'autonomie, pas plus. Donc un défaut de pile à combustible signifie un arrêt anticipé du service. Et ça c'est vraiment, enfin, ce genre d'aléa qu'on a rencontré beaucoup, hein. Une panne était quand même arrivée. On a eu globalement deux soucis qui conjugués l'un à l'autre nous ont posé beaucoup de difficultés. C'était forcément le manque de fiabilité du produit. Après, nous on n'est pas trop sévère là-dessus parce que bon, nous, en tout cas Nantes, le réseau de la Cimitane, on a toujours été assez précurseurs et assez aventuriers, j'ai envie de dire, dans les innovations techniques. Donc connaître des pannes, connaître des avaries, ça on sait un petit peu faire. L'autre problème qui a été très très compliqué, c'est qu'on avait un gros problème de SAV. C'est encore une technologie qui est jeune, qui se met en place et qui dit jeunesse, dit on n'a pas toute l'infrastructure de service après-vente. Et quand on n'a que des ingénieurs qui sont à l'autre bout de la France, qui sont disponibles pour faire la réparation, c'est quand même beaucoup plus compliqué qu'avoir un réparateur local, ce dont on n'est pas trop habitué. Donc ça nous a énormément pénalisé. Donc juillet 21, fin de l'expérimentation, officieusement, elle a eu un petit peu plus tôt parce qu'on a arrêté le bateau un petit peu avant, face à tous les soucis techniques qu'on avait rencontrés. Donc sur cette première période d'expérimentation, on a déjà un bon retour d'expérience. On a déjà appris pas mal de choses, mine de rien. La première des choses, c'est que, bon, je précisais tout à l'heure, c'est un bateau qui a un service qui est assez copieux quand même, 12 heures par jour, 7 jours sur 7. Ça paraît pas mal, mais
quand même, quand on se remet en tête que quand on a lancé le projet du bateau à hydrogène, donc en 2015, la technologie de la pile à combustible à membrane, comme telle qu'installée dans le bateau, avait un TRL, donc un niveau de maturité technologique qui était un bon 4, on va dire, sur une échelle de 0 à 9. Donc on partait quand même avec une techno qui était un peu jeune, étant donné la mission qu'on allait en attendre d'elle. Parce que je rappelle une nouvelle fois qu'il s'agit d'un transport de transport public. Donc on se doit, nous, de mettre un bateau en bon état de fonctionnement à disposition des voyageurs. L'autre point, bon, il est un petit peu lié, hein, il vient du fait qu'il faut quand même un bateau de réserve assez fiable. Ça paraît être une lapalissade comme ça, mais bon, le hasard du calendrier a fait que le bateau de réserve qu'on avait à ce moment, et encore maintenant, c'est un bateau qui a maintenant 26 ans, qui est vraiment en fin de vie. Et voilà, avoir comment dire, deux difficultés dans le même sac, c'était pas toujours la solution la plus sage. Je pense qu'on aurait pu anticiper en tout cas ce point-là et fiabiliser le bateau de réserve en amont. Et puis voilà, je le disais tout à l'heure, le service support en local, qui aujourd'hui nous paraît indispensable en fait. On avait trop négligé ce truc-là, on a été un petit peu naïf en pensant que ça marcherait ou que ça fonctionnerait et qu'on aurait du SAV, etc. Bon, on est un petit peu plus regardant aujourd'hui, parce que là vraiment, nous, c'est le gros point de déception sur lequel on a été confronté. Donc je vous disais, c'était une première version du Navibus. J'essaie de faire rapidement. Donc avec la métropole, on a décidé de prolonger cette expérimentation qui malgré tout nous paraît avoir du sens. Et on a un petit peu le sentiment de ne pas avoir terminé cette expérimentation. En tout cas de l'avoir faite, mais partiellement. Nous, ce qu'on veut, hein, on a quand même majoritairement quand même un transporteur terrestre, nous. On a quand même 380 bus, on a 90 tramways. Donc nous, le transporter des gens dans un bateau, c'est pas vraiment notre cœur de métier. Mais nous, on est un gros consommateur de carburant avec tous ces véhicules. Et on aimerait quand même bien comprendre un petit peu mieux comment la filière hydrogène est structurée, comment ça marche, combien ça coûte, est-ce que c'est fiable, est-ce que le SAV va se mettre en place, quelle durée de vie d'une pile à combustible. C'est vraiment le genre de choses auxquelles on veut répondre au sein de cette expérimentation. C'est pour ça qu'on pense vraiment qu'on peut encore en faire autre chose. Donc ce qu'on m'a proposé de faire, c'était de reprendre en fait la partie énergétique à plat, de zéro. On collabore avec la société Naviwatt, qui est une société bretonne, qui est spécialisée dans les conceptions de chaînes de propulsion bateau, avec deux grandes phases, deux grandes missions. C'est premièrement la consolidation de la chaîne de propulsion électrique du bateau. Ça paraît évident comme ça, mais encore une fois, le bateau, c'est avant tout un bateau électrique. Et si sa base en tant que propulsion électrique n'est pas optimum, c'est très compliqué de faire de l'innovation par là-dessus. J'entendais tout à l'heure parler de barges autonomes à hydrogène. J'ai travaillé à d'autres périodes sur des véhicules autonomes. Je trouve le projet très, très, très alléchant, mais nous, on est toujours un petit peu frileux et modeste, et en tout cas vigilant à ne pas faire de l'innovation dans l'innovation. On peut tester des véhicules autonomes, on peut tester des véhicules hydrogène, faire les deux en même temps. Bon, c'est un débat, mais c'est pas notre. En tout cas, encore une fois, nous on a une mission de service public à assurer, et pour ça que on évite de mélanger les gens. Donc là, on veut vraiment partir sur une base électrique vraiment saine et s'appuyer là-dessus pour refaire un rétrofit complet du système prolongateur d'autonomie à pile et à combustible, qui est fait en collaboration avec la société Symbio, qui est donc le gros bras de la pile à combustible en France, hein, et qui nous suit là-dessus pour repartir et faire cette nouvelle expérimentation encore une fois. J'espère que j'ai tenu le timing. J'ai essayé de faire vite pour qu'on passe un petit peu de temps pour les questions, si jamais quelqu'un... C'est parfait. Alors, on a justement une question alors que je vais me permettre de vous lire. Alors, pouvez-vous expliquer les raisons qui vous ont conduit à choisir l'hydrogène et pas uniquement rester sur l'électricité? C'est une première question. Et je vais embrayer tout de suite sur la deuxième, où ça sera plus simple. C'est pouvez-vous préciser des éléments financiers de l'opération,
une station de production d'hydrogène pour un bateau paraît nécessiter des investissements lourds. Oui, alors pour la première question, effectivement, nous, on présente l'hydrogène de telle manière, c'est pas toujours ce qu'on entend en fait. On entend souvent des gens, on entend souvent un pouvoir de conviction un peu fort en fait dès qu'il s'agit d'hydrogène. Nous, on pense que l'hydrogène a des qualités et des défauts. Sa qualité, c'est que le kilowattheure est très léger. On peut transférer des kilowattheures d'une station fixe à un véhicule très rapidement. Maintenant, le rendement global de la chaîne énergétique hydrogène est clairement bien moins bonne que de l'électrique seul. On parle, enfin, l'ordre de grandeur, c'est quand même un rapport de 3. Donc, il s'agit pas d'une bagatelle quand même. Donc, pour répondre à la question pourquoi l'hydrogène sur ce bateau et pas que de l'électricité, eh ben, pour faire l'expérimentation. Ce bateau qu'il navigue 20 ans à l'hydrogène, ce serait certainement pas la bonne stratégie. Nous, ce qu'on veut, c'est savoir si, encore une fois, l'hydrogène, ça coûte cher, est-ce que c'est fiable, est-ce que ça marche, est-ce que quand on est en panne, on a quelqu'un qui se déplace. Je vais vous donner un exemple très, très simple. Quand on a fait des réparations sur le bateau là, le mois dernier, il a fallu rentrer le bateau donc, dans une nef pour faire son entretien et faire des soudures par point chaud. Bah, qu'est-ce qu'on fait quand on a besoin de faire des travaux de ce type-là avec un bateau qui a 9 kg d'hydrogène stocké à 350 bars à bord? Voilà, c'est le genre de questions auxquelles on est confronté, qu'on se pose, qu'on essaie de résoudre une par une. Mais l'idée, elle est vraiment de s'acculturer et de comprendre un peu comment ça marche, sans comprendre les enjeux, pour que demain, si on est des gros marchés où l'hydrogène fait sens, peut-être d'autres genres de véhicules plus lourds, on voit que la techno hydrogène est très adaptée à la mobilité lourde. Eh bien, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment être armé pour faire les bons choix et aider les bons arbitrages. C'est vraiment l'idée de cette expérimentation. Ensuite, les éléments financiers de l'opération. Ouais, alors c'est un projet qui devait tourner dans les 600 kilos euros, hors subventionnement. Et on a dû avoir 30% de l'ADEME et puis des subventions de la région en plus. Voilà, on est quand même sur un projet un petit peu ancien. On avait répondu à l'appel à projet TITEC de l'ADEME qui date de 2015. Donc c'était pas exactement les mêmes guichets que ceux d'aujourd'hui. Donc ça c'est pour la partie financier. Ensuite, la station de production hydrogène. Alors oui, c'est un investissement important. Encore une fois, c'est une expérimentation. Donc nous, la station, on n'en a pas fait l'acquisition. On la loue à un opérateur qui est la société Proviridis, dont le métier c'est d'exploiter des stations multicarburants. Et donc ils nous ont mis à disposition cette station qui est sur Port-Boyer, donc qui est dédiée au Navibus. D'accord, merci de cette précision. Peut-être une autre question. Est-ce que vous avez une idée du volume de personnes qui ont été transportées par ces bateaux? De tête, on doit être à 8000 passagers l'année. Donc il a fait un an, on va dire qu'il a fait une bonne année. Oui, on a je pense, entre 6 et 10 000 passagers, je pense. D'accord, très bien. Ouais. On a eu beaucoup de périodes d'arrêt, donc ça nous a beaucoup pénalisé. Et le principe de fonctionnement ici, parce que c'est vrai qu'il y a des projets de navettes ici fluviales au sein du Sion-Lorrain. Le système que vous avez adopté, c'est une navette permanente avec des allers-retours permanents ou bien c'est en fonction de la demande? Ça fonctionne comment? Alors là, en fait, on a deux types de liaisons fluviales à Nantes. On a le Navibus Erdre, qui est celui que je vous présente, qui est lui, pour le coup, à la demande. On voit sur le ponton, je ne sais pas si vous le voyez bien sur l'écran, une petite clochette. D'accord. Alors, c'est un peu pittoresque, mais c'est super fiable et c'est très efficace. Donc en fin de compte, le pilote, quand il entend la cloche en face, s'il n'a pas remarqué de lui-même, bah, il traverse et puis il va chercher quelqu'un. Donc là, c'est clairement du transport à la demande. Par contre, on a sur la Loire, donc une plus grosse liaison, des bateaux qui font la traversée et qui, eux pour le coup, n'ont pas de visu sur le ponton d'en face parce qu'ils remontent un petit peu le fleuve en plus de traverser. Et là, pour le coup, on a une base horaire. Donc en fait, ils tournent en permanence. Il me reste à vous remercier beaucoup pour cette présentation aussi, qui est très intéressante, très complémentaire par rapport à ce qu'on a vu jusque maintenant.
Le prochain rendez-vous dans notre série de webinaires aura lieu donc le 11 janvier sur la thématique du transport et du stockage d'hydrogène, avec notamment une présentation du projet de transport donc mosaïque et du stockage en terrain salin donc à Serville, donc avec StoreNG.